Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, chaque citoyen aujourd'hui se sent libre de donner son point de vue, commenter un fait et tenir des débats en ligne. Certains sont devenus experts, analystes, communicants, journalistes, voire même entrepreneurs. Quel est donc l'impact de ces pratiques dans la société? On en parle dans les chroniques des Buffens ce soir avec notre chroniqueur Brony Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Brony, comment expliquez-vous l'émergence de ces fameux experts et l'impact de leur présence sur les débats en ligne au Congo? Merci Gabriel, bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, nous sommes dans un monde moderne et qui évolue très vite. Les réseaux sociaux aujourd'hui montent en vitesse grand V. Tous les jours ou presque, nous avons des applications mobiles qui naissent pour permettre, donc faciliter la communication et même faciliter la vie. Vous avez aujourd'hui des réseaux sociaux qui favorisent la communication, qui donc ont créé plusieurs communautés en ligne et qui favorisent la communication. Et la différence donc avec le monde réel, c'est que sur les réseaux sociaux, nous l'avons dit ici, je crois, il n'y a que, par exemple, Facebook, Twitter ou encore TikTok et autres qui imposent leurs règles, imposent leurs principes. Mais si vous entrez donc dans leurs principes, si vous les respectez, vous vous rendrez compte que c'est un monde totalement libre où on autorise aussi, on va dire, le libertinage, où chacun peut dire tout ce qu'il veut, pomper tout ce qu'il veut, déverser sur la toile tout ce qu'il veut sans qu'il soit inquiété parce que on se dit c'est un monde où tout se fait. Donc l'évolution, sinon la montée en puissance de ces hommes et ces femmes ou de ces internautes, c'est que on trouve que en dehors du fait que les médias sociaux soient des canaux de communication, des canaux de rencontre, soient aussi des marchés, puisque tous ceux qui n'y vont pas seulement pour faire la politique ou encore les études ou apprendre, mais il y a aussi des marchés. Mais il faut savoir, c'est un monde où tout est permis, où tous les coups sont permis. Personne ne viendra vous arrêter si ce n'est que Google ou Facebook, Twitter ou encore TikTok, Instagram, qui peuvent vous arrêter si vous allez à l'encontre de leurs principes. Donc c'est un monde qui donne cette liberté. On est dans les États où la liberté est souvent réduite. Elle est restreinte, où les gens ont peur de parler. Parfois, psychologiquement, simplement, on a vu hier qu'un tel, pour avoir dit telle ou telle chose, a été arrêté. Et donc, sur les médias traditionnels, les gens ne sont plus libres de parler. On préfère, comme me disait un frère, que je préfère, moi, aller sur les médias sociaux, aller sur Internet pour m'exprimer librement que de venir dans vos médias où tout est sélectionné, où il y a même de l'autocensure. Ce n'est pas de l'autocensure pour l'autocensure, parce que la différence avec la liberté ou le libertinage qui est sur la toile, c'est que les médias traditionnels sont soumis au respect de la déontologie, au respect de la loi. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a comme ce non-loi ou encore cette liberté exagérée qu'on donne à tout le monde. Et donc finalement, on préfère y aller pour dire ce qu'on ne peut pas dire sur les médias traditionnels. Pour ceux qui ne sont pas dans ces États, comme nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils n'ont rien à craindre à un moment donné de tirer à boulet rouge sur les autorités parce qu'ils se disent, moi je suis à 8000 km de Brazzaville, donc je peux me permettre de dire tout ce que je veux puisque moi donc je ne crains rien. Ou encore, ceux qui ne peuvent pas parler simplement sur les médias traditionnels, donc vous trouvez un moyen de s'exprimer. Mais maintenant vous dites, mais pourquoi il y a de l'impact? Oui, l'impact, il faut voir aussi le contexte sociologique. Nous sommes dans un contexte où, je le disais, c'est un débat, j'ai vu comment les gens réagissent, où le débat intellectuel, il y a de moins en moins de débats intellectuels au niveau local, même sur la toile. Vous avez aussi cette perte de confiance des populations vis-à-vis des autorités par rapport aux promesses irrationnelles depuis plusieurs décennies. Et donc, à un moment donné, ça a créé, on va dire, une sorte de fossé entre la population et les décideurs ou les autorités. Et finalement, on préfère tendre l'oreille
aux gens qu'on croit dire la vérité. On préfère tendre l'oreille aux gens qu'on croit dénoncer ce qui n'est pas dénoncé réellement au niveau local. On préfère tendre l'oreille à ceux qui insultent, à ceux qui critiquent, parce qu'on nous les faisons passer pour des gens courageux, pour les gens assez intelligents, pour des gens assez libres de dire ce qu'ils pensent, que ceux qui sont au niveau local, qui ne peuvent pas dénoncer, soit, on va prendre l'exemple, la mauvaise gouvernance, on va dire la pauvreté, le manque d'électricité, tout ce qu'il faut. Donc, et nous sommes donc sociologiquement dans une société et qui aime bien le sensationnel, qui aime bien les gens qui sont totalement libres, qui aspirent à cette liberté, entre guillemets, et finalement, les internautes et les populations préfèrent aujourd'hui tendre l'oreille, écouter et lire ceux qui sont capables de dire un tel a volé, un tel n'est pas intelligent, que le pays ne marche pas, que finalement tout ne marche pas, et finalement il faut qu'on change les choses, il faut pourchasser les gens. On préfère aujourd'hui entendre ces discours parce qu'on se dit ces gens ont plus de liberté. C'est pour cela que ceux qui font ce travail ont plus d'impact actuel dans notre société, puisqu'on se dit ils seraient beaucoup plus libres que les journalistes ou encore d'autres communicants qui sont dans le réel et dans le monde, dans les médias traditionnels. Est-ce que, Brony, on peut se dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus un monde de libertinage? Mais c'est le libertinage vraiment, vraiment total. Bon, le monde a toujours été ce qu'il est. Le monde, ça, il faut le savoir que ce qu'on vit sur les réseaux sociaux a toujours existé. Mais seulement hier, il y avait beaucoup de frontières, on va dire, il y avait beaucoup de frontières. Les frontières, c'est que quelqu'un pouvait aller faire n'importe quoi dans un coin, il serait difficile de relayer cette information. Mais il n'y a que ceux de sa communauté restreinte qui étaient informés et qui pouvaient en parler. On a connu dans nos villages des problèmes de pédophilie, on a connu dans nos villages des problèmes de vol, de tricherie, de mensonges, mais il n'y avait pas à cette époque-là la possibilité de diffuser ou encore de propager de telles informations. On a connu des tricheries, on a connu à nos époques des élèves aussi qui venaient se battre à l'école, qui avaient aussi des armes blanches à l'école. On a connu aussi on va dire, des antivaleurs à notre époque. Ça n'a pas, à une certaine époque, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais seulement, faute de moyens de communication qui pouvaient briser ces barrières communicationnelles, personne ne pouvait savoir que il y a eu tel problème dans tel village, dans telle ville. Je me souviens, il y a plusieurs décennies, où nous avons vécu dans un village, dans ce pays, où on brûlait ceux qui semblaient être des sorciers. Donc ces crimes qu'on vit aujourd'hui avec des bébés noirs, qu'on a brûlé les bébés noirs, mais ça a toujours existé. Nous avons vu dans les villages où on a brûlé des personnes d'un certain âge, des personnes de 3e âge parce qu'ils seraient sorciers. Mais aujourd'hui, ces frontières sont totalement brisées. On n'a plus de frontières numériques. Ce que moi je fais dans ma maison peut être filmé par mon enfant, peut être filmé par ma femme, peut être filmé par un frère et diffusé sur la toile. Ce que je peux faire dans le quartier, vous verrez qu'il y a un accident. Les gens, au lieu de secourir, filment. Il y a un vol quelque part dans une boutique. Au lieu donc de sécuriser, les gens préfèrent filmer. On est en train de tuer quelqu'un dans la rue, les gens préfèrent filmer et ça va très vite à la vitesse à la vitesse de la lumière. C'est donc il y a un véritable libertinage parce que dans une société moderne, par exemple telle que nous sommes ici à Brazzaville, à Mongalu, je ne vous vois pas aller par exemple vous exhiber nu par exemple. Mais c'est ce qu'on voit sur la toile. Je ne vous vois pas, permettez-moi l'expression et pardonnez-moi pour ceux qui suivent, et pendant vos moments intimes, se faire appeler les voisins pour venir vivre ces scènes-là. Malheureusement, aujourd'hui, sur la toile, tout le monde peut diffuser, tout le monde peut se permettre de dire tout, alors qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire dans la réalité ou dans ce monde physique. On remarque également, Brony Fortuna, que ces pseudo-intellectuels se concentrent souvent sur les aspects négatifs du Congo. Pourquoi, selon vous, cette tendance à ignorer les réussites du pays, notamment dans les secteurs comme le tourisme ou les infrastructures? Il y a deux faits qu'il faut retenir. Vous parlez des pseudo-experts, il y a une expression que j'aime bien, les précadiriens. Je crois que j'ai bien prononcé le mot. C'est des gens qui se passent toujours pour les experts en tout genre.
Voilà. Les experts en tout genre, comme disait le professeur Teofilo Benga, au Congo, tout le monde est expert et tout le monde est donc sachant. Mais cela est dû à quoi? C'est aussi à cette montée de nouvelles technologies. Vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle, vous avez Google. Sur ces plateformes, vous pouvez facilement s'informer. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez tout demander. L'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez échanger comme si vous échangez avec un humain, quelqu'un de physique qui est face à vous. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui ont accès facilement, puisque la connaissance est démocratisée avec l'arrivée des nouvelles technologies. Donc, n'importe qui peut avoir accès à toutes sortes d'informations. Et donc, quand on a cherché sur l'intelligence artificielle ou sur Google une information sur la science, sur la bonne gouvernance, sur la gestion axée sur les résultats, on peut donc faire du copier-coller ou encore s'informer pour aller faire un débat. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez faire un débat à travers l'intelligence artificielle. Et donc, ça permet aujourd'hui à tout le monde, même ceux qui, sur la base de leurs études, sur la base de leurs compétences, ne pouvaient pas parler de tel ou tel sujet. Donc, avec les nouvelles technologies, chacun peut se lancer dans ces débats et même indexer un professeur ou un expert du domaine simplement parce qu'il a eu accès aux sources d'information. Donc, il faut différencier. Avoir accès aux sources d'information ne fait pas de vous réellement l'expert ou le sachant dans le domaine. Malheureusement, donc, quand vous parlez de pseudo-experts, aujourd'hui, tout le monde parle de tout. Vous avez aujourd'hui un journaliste qui va aller donner les leçons de morale, par exemple, à un menuisier, qui va dire au menuisier ce qu'il doit faire exactement. Vous avez, par exemple, un juriste qui va aller dire au pêcheur ce qu'il va faire exactement. Vous avez un pêcheur qui va aller dire au médecin ce qu'il doit faire dans le bloc opératoire. Simplement, soit on a lu quelque part, soit finalement on pense que bon, parce que on est suivi sur les réseaux sociaux, on peut donc donner les leçons aux gens. Donc ça, il faut retenir. Maintenant, vous me posez la question que vous posez aujourd'hui. C'est quoi? C'est que vous avez des gens qui viennent, qui sont réellement déçus de la politique aujourd'hui et qui pensent que, bon, il faut user des réseaux sociaux pour dénoncer et dans le but d'échanger des choses. Ils vont simplement critiquer. Ils n'auront plus, ces opposants ne vont pas prôner, ne vont pas vanter ce qui se fait. Et même si c'est fait à minima, ils vont pas le vanter parce que leur but, c'est de déguerpir leurs adversaires qui sont au pouvoir pour qu'ils accèdent. Mais vous avez aussi, comme on le dit, ces experts en tout genre et qui pensent aujourd'hui que critiquer le pouvoir, critiquer le président de la République, critiquer par exemple le gouvernement, fait de vous quelqu'un d'important, quelqu'un qui est aimé par la population, quelqu'un qui est porté par la population. Et vous avez aussi d'autres personnes qui ont peur d'épingler même ce qui se fait. Donc ça peut. Mais est-ce que dans le secteur du tourisme, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des initiatives? Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez vu, le Congo a reçu déjà à peu près 3 grands bateaux qui ont accosté à Pointe-Noire avec des touristes. Vous vous souvenez qu'il y a 1 an à peu près, et même il y a quelques semaines, des touristes qui sont arrivés et qui ont visité tout le Congo. Vous avez aujourd'hui des jeunes Congolais qui exercent dans ce domaine touristique et qui réussissent bien. Le Congo, déjà, au-delà même du fait qu'il peut attirer des touristes, le Congo est riche dans le secteur touristique. Nous sommes tellement riches qu'il serait difficile de passer des mois et des mois sans que nous recevions chez nous des touristes. Mais vous vous rendrez compte que sur la toile, tout le monde se focalise sur des critiques politiciennes, sur des critiques sur ce qui ne marche pas, au lieu de se focaliser au moins sur ce qui marche, par exemple le tourisme. Vous avez aussi aujourd'hui dans le domaine de l'art, de l'artisanat, le Congo, quand vous visitez la Rumboshi vers les rails, mais vous serez émerveillé de constater aujourd'hui comment l'artisanat évolue au Congo. Quand vous visitez le marché qui est au Plateauville, quand vous allez par exemple dans les marchés organisés, les marchés de circonstances organisés à Brazzaville, les marchés internationaux de l'artisanat, vous vous rendrez compte qu'on a du talent dans ce domaine. On peut vendre le Congo à travers ça. Mais vous avez aussi l'art culinaire. Nous avons des mets qui peuvent traverser les frontières. Mais vous avez aussi la littérature congolaise. Vous avez aussi ces jeunes étudiants qui sont intelligents et qui peuvent aussi
faire rêver d'autres étudiants des autres pays. Mais malheureusement, la catégorie des gens qui sont sur la toile sont pour la plupart des opposants, malheureusement, sont pour la plupart des gens qui sont frustrés, qui ont attendu longtemps et qui ne croient plus à ce gouvernement. Vous avez aussi des citoyens finalement qui sont abusés, désabusés par des promesses irrationnelles. Malheureusement, la toile est constituée de ces gens majoritairement et qui prédominent, c'est normal, et qui dominent même cette scène-là, on va dire, des réseaux sociaux. Et finalement, ce sont eux, malheureusement, qui sont très suivis, qui sont très écoutés. Mais je vous dis qu'il y a aussi des Congolais sur la toile qui continuent de croire aussi que on ne peut pas dire à 100% que rien ne se fait, puisque si rien ne se faisait, finalement, on serait peut-être pas en train de réaliser cette chronique, on serait pas peut-être en train de prendre l'avion pour se retrouver en France, ou encore ailleurs, on serait pas en train peut-être aussi de se nourrir. Ça veut dire que même si nous sommes restés dans les situations les plus précaires aujourd'hui, mais il y a un effort qui est fait pour que cette situation précaire s'arrête à ce niveau, pour que cette situation ne se putréfie pas, en fait. Voilà. Brognier, aujourd'hui, les jeunes semblent de plus en plus attirés par des modèles de réussite basés sur l'apparence et la richesse au détriment des valeurs traditionnelles de travail. Quel effet cela a-t-il sur la société congolaise? C'est très grave. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui font cette société, qui malheureusement sont relégués au second plan. Vous savez que si vous n'avez pas un plombier dans votre maison, ou encore si vous n'invitez pas le plombier quand vous avez des sanitaires bouchés, vous ne pouvez pas vivre. Donc ça veut dire qu'une vie sans plombier n'est pas possible. Une vie sans électricité et sans électricien n'est pas possible. Et même une vie aujourd'hui sans pêcheur n'est pas possible. Mais nous, dans notre culture, malheureusement, hier, c'est le chasseur qui était l'homme le plus adulé dans nos villages. C'était le célèbre, c'était l'homme, voilà, dont on respectait. Voilà. Et vous avez aussi des hommes qui étaient forts physiquement, voilà, qui étaient capables de protéger la société. Mais tout cela aujourd'hui est relégué au second plan. Le plombier n'a plus sa place et le pêcheur n'a aucune importance. Vous avez l'électricien qui, même parfois lui-même, pense qu'il joue un second rôle ou les sous-rôles dans la société. Mais simplement, nous avons développé la culture de la facilité. Cette culture où il suffit, dans le contexte du Congo actuel, que quelqu'un dise « Oyez ». On a souvent l'habitude de dire que quelqu'un intègre un parti quelconque, que quelqu'un soutienne un parrain. Finalement, c'est lui qu'on considère comme meilleur. Et vous avez aujourd'hui des gens qui sont nommés à certains postes de responsabilité, de haute fonction, qui brillent par la tricherie, qui brillent par le détournement. Il suffit juste parce que dans notre société, on pense aujourd'hui que ce qui caractérise l'homme ou la valeur de l'homme, c'est la quantité sous le nombre de ses avoirs. Donc, ceux qui sont des modèles dans ce pays, malheureusement, c'est ceux qui ont 3, 4, 5 véhicules, qui ont des gratte-ciel, pardonnez-moi l'expression, et qui construisent à gauche et à droite. Et finalement, quand on regarde de fond en comble, ils ne gagnent pas honnêtement tout ce qu'ils font. Ce sont ces gens qui sont respectés dans ce pays. Ce sont des gens, vous entendrez, est-ce que vous connaissez la maison d'un tel? Est-ce que vous savez que la fille d'un tel habite à tel endroit? Et quand vous regardez souvent, ce sont les enfants de ces dignitaires ou ce sont ces dignitaires eux-mêmes. Mais ils vous diront pas qu'on connaît un grand pêcheur qui habite à tel endroit, on connaît un grand frigoriste, par exemple, qui habite à tel endroit. Simplement parce que nous avons érigé la facilité en mode de fonctionnement. Le mérite ne sert à rien. La méritocratie ne sert à rien. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous allons nous retrouver dans une société qui sera totalement asphyxiée, où nous ne pourrons plus traiter les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme qui n'a pas appris. Il y a l'homme qui n'a pas réellement mérité. Il y a l'homme qui n'a pas de compétences, mais vous avez en face des dossiers qui demandent de la compétence. Des dossiers qui ne changeront pas. Parce que l'économie aura besoin des gens compétents. Vous aurez la philosophie, il faut des gens compétents. Vous aurez de la mathématique, il faut des gens compétents. Vous avez la politique, il faut des gens compétents. Mais si vous mettez à la place donc de ces sciences des gens qui n'ont aucune compétence,
qui sont arrivés là parce que ils ont été tirés par un fil, on va dire ethnique ou encore politicien. Finalement, à un moment, par exemple, l'Assemblée nationale, nous allons nous retrouver dans 10 ans, 20 ans, avec des députés qui ne comprendront pas ce que c'est que la loi de finances, qui vont voter les lois sans les comprendre, qui vont parler de la fiscalité sans le comprendre. Nous allons nous retrouver demain avec des ministres qui seront au Conseil des ministres sans rien faire et donc qui vont faire passer les documents sans le comprendre. Et nous aurons aussi, peut-être ce qu'on vit aujourd'hui, des cadres qui font fuiter les documents. Les documents qui fuitent, ce n'est pas seulement du ressort ou encore ne part pas seulement des cadres qui sont dans les sociétés. J'en ai vécu, c'est que dans l'administration, vous avez au secrétariat ou encore dans plusieurs services, des gens qui n'ont aucune compétence, mais qui ont recours aux gens de l'extérieur. Je prends un cas simple, vous êtes DG, vous soumettez le travail à votre secrétaire pour saisir un document ou encore traiter un document. Votre secrétaire n'a aucune compétence. Elle va appeler ou il va appeler son frère qui a des compétences. Il va appeler sa sœur et son copain. Et finalement, c'est le copain qui traite le dossier. Et quand il le traite, lui, il a accès à ces dossiers. Et c'est parfois celui-là qui met le dossier sur la toile. Simplement parce que à la fonction publique, surtout à la direction générale de la fonction publique, allez mener les enquêtes, vous allez vous rendre compte, la majorité des gens qui sont au secrétariat à la fonction publique n'ont pas de compétences. Parfois ne savent pas saisir, ne savent pas lire et écrire, mais sont là au secrétariat. Et donc, on va se retrouver avec une société comme ça où finalement, rien ne sera fait, tout sera donc asphyxié. Et donc, le Congo va donc reculer et reculer simplement parce que pendant longtemps, on a mis la méritocratie de côté. On a recruté les gens sur la base ethnique et même simplement parce que ils appartiennent à tel ou tel parti politique ou simplement parce que ce sont des fidèles, des gens loyaux soit au chef ou encore à un certain courant. Donc, les conséquences, c'est que demain, le Congo va s'arrêter si rien n'est fait. Vous avez parlé de la méritocratie aujourd'hui relayée à un second plan, les débats intellectuels en train de disparaître, des plateformes en ligne au profit des querelles stériles et des insultes. Comment on est arrivé à cette étape? Je discutais avec une autorité, pas les moindres dans ce pays, qui me disait elle est très inquiète de l'avenir du pays parce que finalement, tous ou presque, nous n'avons plus nous sommes tous des généralistes. C'est ce qu'elle me disait, cette autorité. Nous sommes tous des généralistes. Mais on se passe comme des experts ou des spécialistes. Vous voyez, elle me disait encore que finalement, tous, on n'est que des cadres moyens. Il n'y a pas des cadres supérieurs. Pourquoi? Parce que les débats que nous suivons aujourd'hui ne peuvent pas construire la société. Voilà. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut poser une problématique sur, par exemple, je peux prendre un cas simple. Aujourd'hui, Brazzaville est sale. La problématique sur la Verda, par exemple, ou encore sur l'entretien de Brazzaville. Quelqu'un viendra simplement pour vous dire « Ok, mais finalement, rien ne marche au Congo, il faut déguerpir. » Mais la problématique posée n'est pas celle-là. La problématique est posée, mais comment peut-on faire aujourd'hui, par exemple, pour l'entretien de Brazzaville? Mais hier, on aurait eu des intellectuels qui seraient venus pour enrichir cette problématique, pour dire, regardez scientifiquement ce qu'il faut faire. Certainement, peut-être qu'il faut que Averda ou une autre société donne les horaires de jet des ordures. Donc, à chaque minute, par exemple, chaque 13 heures, donc il y a un véhicule qui passe dans chaque rue ou dans les grandes artères pour ramasser. Donc, pour attendre que les gens viennent jeter les ordures au lieu de mettre les bacs à ordures, parce qu'on a constaté qu'à Brazzaville, malheureusement, il y a un problème de gestion de bacs à ordures. Mais vous verrez que quelqu'un viendra dire, oh, mais tel est le plus incompétent. Oh, mais tel, on est paumé par exemple, de ce pouvoir. Mais ailleurs, vous verrez que les débats sont constructifs. Quand vous regardez en France, quand vous regardez Mélenchon face à Macron, le débat est constructif. Vous dites que Macron détruit la France, il vous explique pourquoi il détruit la France, mais il vous apporte la solution. Mais aujourd'hui, tout tourne autour des invectives, tout tourne autour de ce que vous avez dit, des insultes faciles, tout tourne autour des attaques personnalisées, où on pense que parce qu'un tel est là, c'est forcément lui qui porte le fardeau de toute la République. C'est lui qui doit payer la caution de l'échec que nous vivons. L'intellectuel n'est plus là. Et le regret, c'est que hier, ceux qui ont tout fait pour que l'Afrique soit indépendante, ce sont des intellectuels, l'élite qui avaient pris conscience
du fait que finalement, on était au même niveau, au même diapason que la peau blanche et qu'on pouvait faire les mêmes choses. Et donc, il fallait arrêter avec la colonisation. Mais nous n'avons plus aujourd'hui cette élite, je reviens sur ça, qui est capable de dire finalement, rien ne marche. Si on pense que le candidat qui était là, qui était candidat hier, qui est là président de la République, n'a pas réellement réussi à matérialiser son projet de société, aujourd'hui, le débat, ce n'est pas de dire que il est idiot, finalement, il est méchant, machin. Le problème, c'est d'apporter l'alternative constructive. Ça veut dire que nous proposons, par exemple, telle démarche pour ça. Même dans les débats de tous les jours, vous pouvez savoir aujourd'hui, si on vous pose la question, en dehors des noms que nous connaissons, des projets de prévision de société, chemin d'avenir, marche vers le développement, les nouvelles espérances, est-ce que vous avez encore en tête le nom, la dénomination, ou encore en tête un projet quelqu'un qui viendrait d'un autre citoyen? Parce que les projets aujourd'hui tournent autour des critiques. On pense que critiquer, c'est un projet. Or, ceux qui critiquent devraient mener une campagne de conscientisation, d'éveil de conscience pour faire assimiler ou faire adopter ou faire adhérer la population à leur projet. Simplement, pourquoi? Parce que je le dis, je le reviens encore, même si les gens ne sont pas contents, le Congo traverse véritablement une crise des élites, on y est à fond, et demain ce serait encore beaucoup plus grave si rien n'est fait. Quelles sont les principales conséquences de ces dérives observées sur les réseaux sociaux pour le Congo, notamment en termes de désinformation et de fragilisation de l'état de droit? Vous savez, le Congo, nous avons une fois pris l'avion avec une Française. Tout au long du parcours, du trajet, elle n'a cessé de me parler en mal de la Chine, dans le but de me laver le cerveau, pour que le Congo ou les Congolais ne collaborent pas, par exemple, avec la Chine. Donc, vous avez, je prenais ici un exemple, par exemple, nos frères de la RDC. Vous allez vous retrouver avec un frère de la RDC, seul au milieu de 10 Congolais de Brazzaville. Ce seul Congolais-là va défendre son pays. Aucune fois il vous dira que le pays va mal. Mais quand il est chez lui, il le dira. Vous verrez que les Français ou d'autres pays, chez eux, ils peuvent s'attaquer. Mais à l'interne, vous ne verrez pas ça. Ou encore propager des mauvaises informations sur leur pays, cela ne marche pas. La Chine est forte aujourd'hui parce qu'elle a réussi à garder cet esprit chinois. C'est-à-dire, on peut accepter, comme disait Xi Jinping, la culture des autres, mais nous devons protéger l'esprit chinois pour qu'il ne soit pas touché, ni détruit ou déformé. On va tout faire, même s'il le faut par la force, mais nous devons garder cet esprit chinois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Chine, même si on ne veut pas le dire, est la première puissance. On ne veut pas le dire économique, on ne veut pas le dire, mais dans quelques années, on va l'accepter. Vous avez aussi les pays comme l'Inde, des gens qui ont gardé leur tradition, qui ont gardé leur force. Vous avez la France, qui ne peut pas accepter vaincu au niveau de l'Afrique et qui pense toujours que l'Afrique est faible. Mais nous sommes les rares pays au monde où, à l'extérieur, nous témoignons du mal de notre propre pays. Ce qui devait se dire à l'interne, se dit partout. Et vous allez rendre compte avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il est difficile. J'ai rencontré une dame, une vieille en France, qui m'a dit « Vous êtes du Congo ?» « Oui, je suis du Congo. »« Ah oui, on a appris que là-bas, on tue les gens. Là-bas, rien ne marche. Finalement, c'est un désastre. » J'ai dit « Je suis vivant parce que je sors de là. Mais j'ai laissé mes frères et mes sœurs là-bas puisqu'ils sont toujours vivants. Comment ?» Elle dit « Mais c'est ce qu'on apprend. » Donc ça veut dire que cette Française-là, si vous lui demandez de venir au Congo, elle ne viendra jamais. Donc c'est là le côté négatif de la mauvaise propagande que nous faisons du pays sur la toile, de la mauvaise propagande de tout ce que nous disons le pays. Nous pensons régler les comptes, nous pensons s'attaquer à un pouvoir, c'est normal, s'attaquer à certains individus, c'est normal. Mais nous n'avons que ce pays en partage. Ça veut dire que nous sommes appelés tous condamnés à vivre ensemble parce que nous n'avons que ce pays. Et ça, ce sont les conséquences. Les conséquences, c'est aussi la cause que sème toute la désinformation sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de revenir ici sur ce qu'on a déjà dit plus d'une fois.
Par exemple, cette information diffusée sur la toile où on parlait, par exemple, d'un coup d'État, où la ville était devenue morose, totalement sous la piscose, parce que les gens en ont cru. Vous avez aussi cette cybercriminalité où les gens sont espionnés, les gens sont escroqués sur la toile. Vous avez ceux qui sont très suivis et quand ils ont une mauvaise opinion du pays, finalement, ils détournent. Et ça peut pousser à la révolte, ça peut susciter de la haine, ça peut susciter encore et encore du tribalisme. Et finalement, nous aurons du mal à avancer parce que le Congo qui est présenté, il y a la réalité, certes, mais le Congo qui est vanté et qui est présenté tous les jours, c'est un Congo chaotique et finalement qui fait peur. Quelles solutions envisagez-vous pour contrer ces dérives sur la toile et quels sont les débats aujourd'hui qu'on peut encourager sur la toile? La première chose, ce sont les décideurs. Vous savez, si les débats sont alimentés, c'est le fait que finalement, l'homme politique ne fait pas trop d'efforts pour tenir ses promesses. Voilà, vous avez aujourd'hui des problèmes qui durent depuis 40 ans. Voilà, qui continuent aujourd'hui d'alimenter les débats et qui énervent, qui déçoivent. Et c'est pour cela que chaque ministre qui passe ou chaque autorité qui est nommée, quelles que soient ses compétences ou ses performances, n'est pas apprécié à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que nous avons encore des problèmes basiques que nous n'avons pas traités aujourd'hui. Pour commencer, il faut que l'autorité prenne conscience de la réalité et fasse un effort de résoudre tant soit peu les problèmes prioritaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente quand même un engagement de la part de l'autorité, des autorités compétentes. Il faut qu'on sente également ce souci, on va dire cette symbiose entre l'autorité et donc la population. Parce que jusqu'ici, on a l'impression que nous avons deux Congos, nous avons à peu près, on va dire, deux populations. Donc, il y a cette population qui règne et il y a une autre population qui subit malheureusement. Il faut qu'il y ait une sorte de symbiose. Il faut que les autorités compétentes qui sont là prouvent tous les jours à la population qu'il y a des difficultés, que nous sommes butés, que nous sommes confrontés aux obstacles, mais nous sommes tous un seul peuple et qu'on peut continuer ensemble. Il y a d'abord ça. Et après, il y a le rôle des médias, les médias traditionnels où chaque journaliste doit prendre conscience de la réalité des méfaits aujourd'hui ou encore de la dangerosité de la désinformation ou des fake news, leur impact sur la société. Donc chaque journaliste doit en réalité se mettre en action, se mettre en branle, se mettre actif, doit être actif et proactif sur les réseaux sociaux. Mais pour que, à chaque fois qu'une fausse information est diffusée, que ce journaliste soit capable de l'intercepter et d'apporter la bonne information. Et vous avez aussi le patriotisme, c'est vrai, qui est aujourd'hui touché malheureusement par les hommes politiques, mais il faut que l'on cultive le patriotisme pour que, quel que soit ce qui peut nous diviser à l'interne, mais que l'on soit solidaire pour changer le pays. Parce que je pense que pour changer ce pays, même pour la génération future, on n'est pas obligé de s'entre-déchirer. On n'est pas obligé de se tirer dessus. Parce que ce qui compte, c'est la compétence. Ce qui compte, c'est l'intelligence. Ce qui compte, c'est le patriotisme. Et ce qui compte, c'est la foi qu'on a pour ce pays. Les divisions ne serviront à rien. Merci Bruni. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Les chroniques de Buffen vous dit au revoir. Portez-vous bien. D'ici là, bonsoir chez vous.